Donc, le plan de relance de Joe Biden vient d'être voté au Congrès américain. C'est un plan de relance extrêmement généreux, 1900 milliards de dollars, un des plus généreux sans doute depuis les années 30 avec le New Deal. C'est vraiment l'État-providence américain qui s'exerce. Il y a notamment une mesure d'allocation familiale exceptionnelle de jusqu'à 300 $ par mois pour les familles, ce qui est très gros, c'est une grosse somme. Et l'objectif, c'est à la fois de relancer l'économie par la consommation en injectant beaucoup de liquidités dans l'économie américaine, avec un risque inflationniste évidemment. Et le deuxième objectif, c'est de lutter contre la pauvreté, notamment la pauvreté infantile, la pauvreté des mères célibataires. Donc on cible aussi beaucoup les femmes, et notamment les femmes issues des minorités, mais bien sûr ça bénéficie à tous. Ce que veut faire Biden, c'est en faire un branding, c'est-à-dire d'avoir une communication forte dessus pour que ça serve les démocrates en prévision des élections de mi-mandat de novembre 2022 qui vont arriver très vite, en disant voilà, les démocrates ont tous voté pour à la Chambre et au Sénat et les républicains ont quasiment tous voté contre. Donc ils sont quand même pas trop de votre côté, américains qui souffraient de la crise économique. Donc il s'agit d'être assez bon dans la communication. Cependant, ce qu'on a observé, c'est que chacun était un peu dans le rapport de force, c'est-à-dire très clivé entre les démocrates d'un côté et les républicains de l'autre. Pas de bipartisanisme sur ce projet de loi. Or, ce n'est pas le projet de loi le plus clivant. Il va y avoir d'autres sur l'environnement, sur l'immigration, où là, ce sera beaucoup plus clivant entre les deux côtés de l'échiquier politique. Et puis, au sein même du clan démocrate, bien, il y a des divisions avec une Chambre des représentants beaucoup plus progressiste et un Sénat beaucoup plus centriste, et donc il faut faire preuve de grande capacité de négociation du côté de la Maison-Blanche. Là, c'était un peu un ballon d'essai et la suite va être sans doute plus difficile. La dernière élection présidentielle a montré une immense participation électorale qui a permis de faire gagner Joe Biden et peut-être plus encore de faire battre Donald Trump, car le vote Biden, c'est avant tout un vote anti-Trump. Face à cela, les républicains ont l'alternative suivante. Soit ils s'adaptent aux mutations démographiques, notamment dans des États comme la Géorgie, qu'ils ont perdu un peu par surprise, y compris aux élections législatives, avec un agenda qui correspond plus aux besoins des populations nouvelles. Soit ils font en sorte de limiter l'accès au vote. Et c'est exactement ce deuxième choix, cette deuxième option qui est celle des républicains aujourd'hui, puisque dans 43 États fédérés, des lois sont en train d'être votées pour lutter contre le early voting, contre le vote par anticipation, au prétexte que certaines populations fraudent. Or, tous les recours en justice du clan Trump pour les élections du 3 novembre dernier, soi-disant il y aurait eu beaucoup de fraude, les démocrates auraient fait voter des gens qui sont morts, etc. Aucune procédure n'a abouti, et même la Cour suprême, qui est pourtant à majorité conservatrice, a dit qu'il n'y a eu aucun problème, notamment en Pennsylvanie, en Géorgie, etc., etc. La fake news de la fraude électorale ne tient pas pour limiter l'accès au vote. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'exigence de carte d'identité, le fait de ne pas pouvoir permettre au dimanche précédant le jour de l'élection présidentielle à certaines communautés d'aller voter en groupe, comme le font notamment les Noirs dans certains quartiers après l'office religieux du dimanche, eh bien on se rend compte que ce sont certaines populations dans les minorités qui sont particulièrement ciblées. Certains militants se mettent en ordre de bataille pour lutter contre ça, pour faire voter en particulier une loi au Congrès fédéral pour éviter que l'accès au vote ne soit limité pour les Noirs en particulier. Et on voit en Géorgie Stacey Abrams, qu'on avait vu beaucoup pendant la campagne présidentielle pour inciter à aller voter, pour inscrire les gens sur les listes électorales, etc., qui se mobilise et qui dit voilà, on est dans un remake des lois ségrégationnistes, des lois racistes. Et il faut savoir que la Cour suprême en 2013 a voté un arrêt qui invalide en grande partie une loi de 1965 nommée Voting Rights Act, qui visait justement à combattre les discriminations raciales
dans l'accès au vote. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'États fédérés, les républicains sont en train de mettre en place des mesures qui limitent le droit électoral, qui limitent la démocratie. Et donc, c'est un vrai problème. On voit que le Trumpisme, finalement, se nourrit du passé et continue à prospérer sur des fake news, en particulier celle de l'élection truquée. La politique étrangère de Biden, elle s'appuie sur 4 piliers. Volontarisme, leadership à restaurer, image à améliorer et multilatéralisme modéré. Et la Covid, la crise sanitaire, mais aussi les conséquences économiques de cette crise sanitaire sont un terrain d'expression de la politique étrangère de Joe Biden, même si évidemment il est très concentré sur la situation intérieure des États-Unis. Il y a déjà 66 millions d'Américains qui ont été vaccinés. Et le but, c'est d'avoir vacciné tous les adultes avant le 4 juillet, jour de la fête nationale. Donc c'est quand même considérable. Mais c'est aussi un enjeu de politique étrangère pour montrer que les États-Unis savent prendre soin de leur population, sont efficaces dans la fabrication des vaccins et aussi du matériel médical et de la prise en charge des malades. Et c'est une manière de reprendre le lead sur la Chine, qui, alors que Trump s'était retiré quand même beaucoup de la scène internationale avec la Covid, retrait de l'OMS, beaucoup de critiques vis-à-vis du Chinese virus, comme il l'appelait, pour dire que c'était vraiment un virus étranger, que ça ne concernait pas les États-Unis. La Chine avait pris un peu le lead, et même beaucoup le lead sur les États-Unis en matière de soft power, de diplomatie sanitaire, de diplomatie du masque, comme on l'avait appelé. Donc Biden veut être sur ce terrain-là, et puis il veut être aussi le leader de la reprise économique au niveau mondial avec son grand plan de relance. On en a parlé tout à l'heure. C'est une image à restaurer, c'est un leadership à remettre en place. C'est un peu des schémas anciens, de montrer que les États-Unis sont au cœur des grands enjeux géopolitiques, qu'ils mènent le monde, mais ça se joue aussi sur cette question sanitaire. Et on va voir, parce que le rapport de force va être dur, la Chine ne se laissera sans doute pas faire. Il y a aussi l'acteur européen, l'actrice qu'est l'Union européenne, et comment ce jeu à 3 va se déployer, on regardera ça avec intérêt.